Bon, ben, Soda, je pense qu'on peut commencer parce que vous êtes en train d'essayer de le joindre. Mhm. Ça va nous Donc, perturber un tout petit peu s'il n'apprend pas le train au départ. Oui. Bon, les participants sont en train de se connecter. Vous pouvez visualiser. D'accord. Oui, il y a déjà 26 personnes, il ne faut pas les faire attendre. Une vingtaine Oui, plus. je pense qu'il faut, oui, je pense qu'on peut démarrer. Hein. Bon, attendons que le nombre se stabilise un peu là, 28. Alors, si j'en crois mon expérience, il ne va jamais se stabiliser. Hein. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Pendant la prochaine heure, ça va continuer à monter. Hein. Bon, on peut démarrer. Allô, Aïssatou, la session est lancée. Oh, oui, vous pouvez démarrer. Bon, bonjour à tous, bonjour chers participants, chères participantes. C'est un plaisir pour moi. Je suis Mortala Diop, en fait enseignant exécutif de Gaindé 2000, en charge particulièrement du business développement et ce qu'on appelle international affairs. Donc, M. Diallo vient nous rejoindre, c'est tant mieux. Bonjour, M. Diallo Ousmane. Donc, nous sommes juste au début, en fait, de ce panel, donc, qui traite essentiellement de l'état des lieux du e-commerce au Sénégal. Donc, j'ai, en fait, le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui, en fait, trois panélistes, donc, de spécialités diverses. Je commencerai par Belkissa Sedo, en fait, Sido, qui est basé à Dubaï et qui est, en fait, une personne en charge de R&D au niveau de Meta, anciennement Facebook, particulièrement en fait sur les réseaux sociaux. J'ai également... Excusez-moi, en fait, je suis chargée des politiques publiques. Chargée des politiques publiques, Belkissa Sido, de Facebook. Donc, on dira Facebook pour faciliter la compréhension, mais c'est vraiment Meta. Nous avons également donc, Emmanuel Bokeh, donc, qui est très actif dans le digital, qu'on voit souvent. Moi, je vous suis un peu sur LinkedIn et qui est qualifié de Digital Booster, l'accompagnement en fait, du digital, beaucoup de coaching au niveau des entreprises. Et nous avons également M. Ousmane Diallo, qui est en fait du ministère du Commerce et qui va nous apporter en fait un éclairage sur la partie juridique en fait de cette session. Nous avons en fait pour objectif particulièrement aujourd'hui en fait d'échanger sur les problématiques du e-commerce au Sénégal, mais en essayant d'abord d'introduire en fait ce qui a amené cette initiative, particulièrement au niveau du ministère du Commerce et des PME, qui a essayé en fait à travers en fait les initiatives qu'on a appelées Riposte Covid au Sénégal, de mobiliser en fait des acteurs du secteur IT pour travailler un peu sur la capacité de faire face à la pandémie par la mise en place en fait de solutions digitales. Et ce qui a mis en place en fait un consortium qu'on appelle en fait le consortium du e-commerce avec pour principale vocation la promotion et la vente en ligne des produits, particulièrement de produits du terroir, mais qui donne la possibilité quand même de pouvoir permettre une promotion et l'exposition des produits d'un ensemble de commerçants. Donc, il s'agit en fait particulièrement à travers cette initiative de travailler en fait sur une stratégie nationale de e-commerce en mettant en place en fait un cadre de collaboration, mais surtout des outils qui permettront l'inclusion des acteurs du commerce pour mettre en place en fait le commerce électronique au Sénégal, et particulièrement ce qu'on appelle le e-commerce. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, en fait, au niveau des panélistes, essayé de traiter en fait notre panel sur 4 questions clés. Et la première question traitera un peu de l'état des lieux
du e-commerce. Donc, qu'est-ce que le e-commerce au Sénégal? Comment on le définit? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, historiquement, nous voyons beaucoup en fait de plateformes, de sites de e-commerce qui peuvent être des agrégateurs de plateformes commerçantes, mais nous voyons également beaucoup de sites qui sont des sites de commerçants qui mettent en place leur site directement. Donc, nous avons des versions différentes et il est important peut-être qu'on ait une petite précision, une clarification un peu sur le e-commerce au Sénégal. Et pour cela, j'aurais aimé donner en fait la première question à M. Emmanuel Bokeh pour nous dire un peu comment il définirait en fait le e-commerce au Sénégal. M. Bokeh, s'il vous plaît. En deux mots, hein, le e-commerce au Sénégal, c'est du commerce sur Internet au Sénégal. C'est-à-dire que du commerce sur Internet, c'est avant tout du commerce. Et donc, comme les Sénégalais le savent, puisqu'il y a 600 000 entreprises de commerce enregistrées, ou 400 000, je crois, pardon, 400 000 entreprises de commerce enregistrées lors du dernier recensement en 2013 au Sénégal. Tous les Sénégalais sont presque commerçants, ils savent tous exactement de quoi il s'agit. Et concrètement, c'est de faire exactement la même chose que ce que fait un commerçant type, mais simplement en utilisant les outils d'Internet. Les outils d'Internet, c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est TikTok, c'est un site web. Peu importe finalement l'outil que vous utilisez, est-ce que vous êtes sur Jumia, est-ce que vous êtes sur PrestaShop, est-ce que vous vendez sur WhatsApp, dès lors que vous le faites sur Internet, c'est du e-commerce. Et donc, il y a beaucoup de modèles différents, il y a beaucoup d'outils différents, il y a beaucoup de canaux différents, comme on dit dans le métier. Ça n'empêche que finalement, tout ça revient un peu au même. On utilise des outils Internet pour toucher des internautes et faire du commerce. Voilà. Donc, rien d'extraordinaire en termes de définition, si ce n'est que il y a une certaine variété, comme vous l'avez souligné, en particulier dans les modèles, qui est le vendeur, qui est le livreur, qui est le responsable de la vente, qui est responsable du stock. Parfois, c'est une société, parfois c'est une autre, parfois c'est une combinaison d'entreprises. Et les modèles sont nombreux, et je ne veux pas prendre trop de temps, on ne va pas faire un cours sur les différents modèles économiques du e-commerce, du dropshipping, en passant par les marketplaces, en utilisant tous ces mots en ing qui nous proviennent de nos amis anglais. Mais les Sénégalais se sont très bien mis au e-commerce. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que le e-commerce a décollé au Sénégal. Il y a 5 ou 6 ans, je dénombrais 60 sites de e-commerce, donc sans parler du social commerce, c'est-à-dire du commerce qui se fait sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, simplement de sites de e-commerce. Il y a 5 ans, il y en avait 60. Aujourd'hui, on est à plus de 200. Et le Sénégal est le pays d'Afrique de l'Ouest qui a le plus d'offres de e-commerce et le plus d'offres matures, c'est-à-dire de sites qui ont une activité e-commerce régulière avec un chiffre d'affaires significatif. Voilà. Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, parce qu'une grande part du e-commerce, c'est Facebook, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est WhatsApp, et ce sont les réseaux sociaux en général. Merci Emmanuel. Je pense que c'est une introduction qui est très intéressante, ne serait-ce que dans le cadrage en fait de cette définition de e-commerce au Sénégal, et surtout le rappel en fait qu'il y a quelques années, il y avait la naissance justement en fait de beaucoup de plateformes de e-commerce directement par des magasins en fait ou des vendeurs qui créaient leur propre site. Et aujourd'hui, on voit justement cette tendance-là qui va un tout petit peu vers l'utilisation en fait du social en fait e-commerce, qui est toute l'orientation en fait des réseaux sociaux qui s'est complètement démocratisé aujourd'hui. Il est clair que dans la discussion, il faudra également qu'on voit un tout petit peu l'encadrement et même l'accompagnement en fait de ces commerçants qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux particulièrement pour faire de la vente en ligne, au-delà de l'aspect traditionnel qu'on avait en fait du networking. Qu'en pensez-vous, Balkissa, de là où vous êtes à Dubaï? Il est vrai que vous n'êtes pas forcément en fait sur le marché du Sénégal, mais vous pouvez peut-être à travers l'utilisation en fait des réseaux comme Facebook, Instagram, avoir un point de vue sur la pénétration en fait du social en fait e-commerce
au niveau du Sénégal. Merci, Monsieur Diop, pour la question. Et peut-être juste pour préciser, en fait, je couvre la région Afrique de l'Ouest subsaharienne francophone, y compris le Sénégal. J'ai trouvé vraiment intéressant la définition qui a été partagée avec nous par Monsieur Bokeh et la mention selon laquelle une grande partie du e-commerce se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dont certaines applications de la famille d'applications de Meta, donc Meta anciennement Facebook. Et cette famille d'applications comprend des plateformes qui sont connues dans la région et au Sénégal, notamment Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées par les entrepreneurs pour faire connaître leurs produits, pour commercialiser leurs produits au-delà des frontières de leur pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, si je peux le dire, au cœur même de la mission de Meta, qui est de donner à tous la possibilité de pouvoir créer une communauté et de rapprocher le monde. Et donc, dans ce sens-là, pour nous, il est vraiment important de continuer à créer des technologies qui aident les gens à se connecter avec leurs amis, avec leur famille, mais qui aident aussi les communautés à se trouver et à développer leurs entreprises. Parce que comme on le sait, les entreprises sont vraiment le socle même de nos économies. On a eu à faire une étude en juillet de cette année, je pense, avec Genesis Analytics pour examiner un peu comment l'Afrique pourrait en fait, si je peux le dire, s'appuyer sur les réseaux sociaux pour développer l'économie de leur pays. Donc, dans le cadre de cette étude-là, un des pays qui a été focus, c'est bien le Sénégal. Et on a eu à interroger plusieurs petits témoins d'entreprises pour comprendre pour comprendre déjà s'ils utilisaient nos outils dans le cadre de leurs activités. Si oui, comment ils utilisent les outils de la famille d'applications de Meta. Et ce qui est ressorti en fait de cette étude-là, c'est que les petites et moyennes entreprises utilisent les applications de la famille de Facebook de différentes façons en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leur maturité également et aussi de leur localisation. Donc, on a trouvé au Sénégal, par exemple, juste pour donner quelques chiffres, que 90% des petites et moyennes entreprises utilisent les applications de la famille de Facebook pour vraiment construire leur marque, la reconnaissance de leur marque. Donc, permettre aux gens de connaître leur marque. Donc, c'est beaucoup de communication sur la marque. 49% d'entre ces entreprises qui ont été interrogées nous ont communiqué qu'ils utilisaient nos plateformes en fait pour pouvoir travailler de manière remote pendant la pandémie. 86% ont dit qu'ils utilisaient les applications de la famille de Meta pour pouvoir faire grandir leur entreprise. 55% qui étaient des femmes entrepreneurs ont mentionné que elles ont utilisé les outils de la famille Meta pour pouvoir en fait, monter leur entreprise. Et ça me fait penser à un cas spécifique. C'est le cas de Aïcha Diop de l'entreprise Fait Maison Sénégal. Donc, c'est un des cas qui a été mentionné dans le cadre de cette étude-là. Elle nous expliquait en fait comment elle a pu monter son entreprise. Et son entreprise a commencé vraiment sur WhatsApp. Puis après, de WhatsApp, elle est allée sur les autres applications comme Facebook, comme Instagram. Donc vraiment, ce que je veux dire ici, c'est que les utilisateurs utilisent nos plateformes pour pouvoir faire du commerce parce que c'est plus simple, c'est plus intuitif, mais aussi parce qu'il y a moins de barrières
Notamment, bon, quand je parle de barrières, je parle entre autres, je fais mention entre autres au coût, parce que quand on a, par exemple, une boutique sur Facebook ou sur Instagram, on ne paye pas un local, donc il n'y a pas de location, il n'y a pas de charge liée à cela. Mais je vais pas en fait aller plus en profondeur parce que je pense qu'on pourra en parler plus tard. Merci Belkissa. Je pense que ça a été une contribution très pertinente et nécessaire justement pour et les exemples que vous avez donnés pour l'utilisation justement des réseaux sociaux comme canal de vente, d'ailleurs que nous allons aborder un peu tout à l'heure, plus dans les modalités de vente. Mais j'aurais aimé en fait en disant bonjour à M. Diallo Ousmane en fait du ministère, juriste du ministère. On ne vous voit pas, hein, je ne sais pas effectivement, je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas mis votre caméra, mais ça aurait été un plaisir de voir votre visage. Mais est-ce que vous m'entendez déjà, M. Diallo, parce que je m'apprête à vous poser une question. Comme je ne vous vois pas. Oui, oui, bonjour. Voilà, vous m'entendez? Je vous entends. Voilà. Bon, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Belkissa, un peu sur les canaux de vente, en fait, l'utilisation un peu des plateformes, j'allais dire, des réseaux sociaux aujourd'hui pour de la vente. Et de votre point de vue, en fait, de juriste, hein, on est sur le premier point qui est un peu, j'allais dire, la situation du e-commerce au Sénégal. Et donc, en fait, j'aurais aimé voir un peu avec vous, de votre point de vue de juriste, comment vous voyez cela aujourd'hui, l'utilisation, je ne vais pas dire abusive, hein, mais l'utilisation des réseaux sociaux, la possibilité justement que vous créez votre boutique en ligne directement, sans pour autant passer par, j'allais dire, peut-être l'enregistrement même d'une société, la création de votre entreprise de façon formelle, mais que vous mettiez tout de suite à pouvoir publier des articles, à faire de la vente, sans pour autant être enregistré ou en tout cas connu par l'administration. Comment vous le voyez-vous de ce point de vue en fait de juriste dans le cadre en fait de cette activité qui est quand même en plein boom aujourd'hui? Monsieur Diallo. Oui, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Mes salutations à tous les panélistes et aux participants de manière générale. Oui, avant d'intervenir par rapport à votre question, je voudrais d'abord apporter quelques précisions sémantiques par rapport à la notion même d'e-commerce, du point de vue strictement juridique. Sur ce point-là, je peux dire que cette notion, la notion d'e-commerce. On vous perd un peu, hein? Monsieur Diallo, on vous perd. Je pense que c'est vous. On ne vous entend plus. Ah, il est parti. Monsieur Diallo? Monsieur Diallo, vous avez dû perdre la connexion. Votre micro est éteint. Oui, c'est bon. Monsieur Diallo? Oui, allez-y. Oui, allez-y. On vous a perdu. On vous entend pas. Oui, je m'excuse pour le... Attendez une minute. C'est bon? Oui, allez-y. Oui, comme je le disais tantôt, je voudrais apporter quelques précisions d'ordre sémantique. Point de vue juridique, la notion d'e-commerce ou même de transaction électronique peut avoir deux appréhensions. Une appréhension stricte ou a priori. Votre connexion ne semble pas très stable, hein, parce qu'on vous a perdu de nouveau. Des échanges ou même une opération commerciale qui met
qui met en relation deux ou plusieurs parties par l'entremise des réseaux de télécommunications. Mais la notion aussi doit faire l'objet d'une appréhension extensive. Dès lors, aborder la question de la régulation du commerce électronique revient à parler non seulement des échanges, mais aussi de la production ou du flux des produits à considérer ici comme des biens et services par des réseaux de télécommunications, voire même l'édification d'un dispositif institutionnel chargé de veiller à sa mise en œuvre. Parce que comme on le dit en droit, c'est la même chose. Une règle, c'est la même chose de ne pas être que de ne pas être appliqué. D'où l'intérêt positif institutionnel. Donc, ce n'est pas juste un ensemble de règles. Il faut prendre en compte l'ensemble des institutions chargées d'aider à l'application effective de ces règles. Maintenant, par rapport à cette règle, c'est vrai, d'abord, on peut se féliciter de l'accroissement de l'utilisation des plateformes numériques par les citoyens lambda de manière générale et par les opérateurs en particulier, les opérateurs économiques. Mais c'est vrai que aussi c'est un canal d'expansion naturel des comptes à la législation économique de manière générale. Et puis un univers aussi à mille inconnus où on rencontre des problèmes par rapport à la traçabilité même des opérations commerciales, la traçabilité des produits et même l'implantation même des opérateurs économiques qui fait défaut. Et malheureusement, pour l'instant, l'administration n'est pas suffisamment outillée pour prendre en compte ces différents aspects. Vous parlez encore ou vous avez fini votre propos? Allô? Monsieur Diallo? C'est bon. Bon, merci, Monsieur Diallo, pour ce recadrage juridique et donc la définition un peu que vous en donnez en fait sur le plan juridique. Donc, nous allons poursuivre un peu et donc vous redonner la parole un peu plus tard sur les éléments réglementaires. Et donc là, en fait, on a un peu anticipé sur certaines des questions, particulièrement sur les modalités de vente, sur les circuits utilisés pour la vente. Mais dans le réseau en fait, de vente en général, on a trois temps. On a le temps buy, ship et pay, en fait. En général, c'est comme ça qu'on définit un peu le réseau commercial. Et donc là, en fait, particulièrement, Emmanuel, tout à l'heure dans son propos, parlait justement de ce principe un peu de canal de vente en ligne avec les réseaux sociaux. Et on se rend compte aujourd'hui que quand même dans l'approvisionnement des produits, il y a des produits qui ne sont pas forcément des produits d'origine sénégalaise, mais qui sont revendus par certains commerçants via leur plateforme. Et j'aurais aimé qu'on discute un peu et on échange un peu sur ce volet-là, parce qu'en fait, dans les moyens utilisés pour faire du e-commerce, on se rend compte aujourd'hui effectivement l'utilisation des réseaux sociaux, mais également, il y a le principe qu'on voit aujourd'hui de personnes qui vendent des produits qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif quand même du consortium, c'était aussi d'aider les producteurs sénégalais à pouvoir exposer leurs produits. Et donc, dans ce sens-là, je voudrais peut-être, Emmanuel, un peu échanger un peu sur l'ensemble du flux de vente, ne serait-ce que l'origine du produit, la publication du produit, les éléments de paiement, les éléments logistiques, qui sont l'ensemble en fait des caractéristiques d'une vente aboutie et qui donne aujourd'hui la possibilité justement d'atteindre la satisfaction du client qui, lui, s'est connecté à une plateforme pour vendre. Comment vous voyez aujourd'hui en fait justement les dispositions prises par ces commerçants pour pouvoir mettre leurs produits en ligne, garantir dans certains cas en fait non seulement l'acheminement correct du produit,
mais surtout d'assurer en fait le paiement de la marchandise qu'ils vendent sur leur site. Alors, c'est beaucoup de questions à l'intérieur d'une question, c'est pas très sympa ça. Mais effectivement, le processus du e-commerce est un processus en étapes et on peut les découper effectivement de façon un peu simple comme ça. D'abord, il faut disposer du produit et donc dans certains cas, c'est le producteur lui-même qui est à l'origine de la vente. Dans d'autres cas, c'est un intermédiaire ou c'est un commerçant qui ne fait que acheter d'un côté et revendre de l'autre. Dans le cas de la plateforme nationale qui est en train d'être mise en place, l'idée est de mettre en avant les producteurs de produits. Donc, peu importe, le tout, c'est d'avoir un produit. Et ce produit, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit à la fois bon en lui-même et il faut qu'il soit au bon prix. Et c'est ça le cœur du commerce et c'est ce qu'oublient beaucoup de e-commerçants, c'est que si vous n'avez pas le bon produit au bon prix, vous pouvez tourner autour et chanter toutes les incantations digitales que vous voulez, ça ne va pas prendre. Il vous faut un bon produit et un bon prix et ensuite il va falloir rajouter un bon service. Mais si vous n'avez pas ces trois-là, de toute façon, ça ne marchera jamais. Ce sont les trois mamelles du commerce. Hein. Et ça, ce n'est pas l'Internet qui l'a inventé. Le prix, le produit et le service, ce sont les clés. Et on a la même chose dans le e-commerce. Donc, on va supposer que, et c'est le cas d'ailleurs, nos agriculteurs et nos artisans nationaux produisent des produits de qualité. Ils les produisent à des prix qui sont très compétitifs. On a un prix de la main-d'œuvre, un prix des intrants, des outils, des supports, des financements qui font qu'au Sénégal, on est capable de produire de très bons produits à de très bons prix. Toute la question est maintenant d'enclencher les différentes étapes. Et donc, la première étape, et c'est celle que tout le monde oublie, et c'est celle qui fait échouer la plupart des projets, c'est qu'il faut commencer par trouver un client. Il faut que le client rencontre le produit. Et ça se passe sur des plateformes de vente, ça se passe sur des réseaux sociaux, ça se passe sur des tas de supports différents, mais ça ne se passe pas tout seul. Il était un temps où il suffisait de créer une boutique de e-commerce et on était automatiquement vu parce qu'on était le seul. Ça, c'était les années 2000-2010. Depuis, les offres se sont multipliées, Internet s'est rempli, entre guillemets, et donc désormais, il n'est pas question d'attendre l'internaute, il faut aller chercher l'internaute. Concrètement, ça veut dire qu'il faut dépenser de l'argent auprès de fournisseurs de trafic. Les deux grands fournisseurs de trafic internationaux sont Google et Meta. Meta étant le nouveau nom de Facebook. Et donc, il ne faut pas oublier cette clé qui est la clé de démarrage du processus, c'est qu'il faut trouver des prospects, trouver des consommateurs pour leur présenter ces produits et que ça a un coût. Ça nécessite un investissement qui est très souvent négligé et qui est source d'échec de la plupart des solutions techniques au problème. Parce que ce n'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose qui est de l'ordre du marketing et qui nécessite des budgets. Une fois qu'on a trouvé ces internautes via un ciblage qui est fourni par ces fournisseurs de trafic, donc Google et Facebook essentiellement, donc on met en contact l'internaute avec le produit. Ensuite, il faut qu'il y ait un premier processus qui est le processus d'achat, qui soit aussi simple et rapide que possible, aussi efficace, aussi transparent sur le produit, la quantité, la qualité et les choses qui vont venir ensuite, c'est-à-dire les conditions de livraison et les conditions de paiement. Donc ça, c'est la seconde étape qui est le processus d'achat. De plus en plus, je vois des sites abandonner l'approche européenne du processus d'achat pour aller vers une approche beaucoup plus informelle et locale, non plus basée sur des paniers avec des processus d'achat, avec des formulaires, mais basée simplement sur WhatsApp avec un interlocuteur en face qui vous explique voilà les produits, voilà comment on va vous livrer, voilà quand vous allez payer. Et puis ensuite, effectivement, les deux dernières étapes qui sont le paiement et la livraison. Alors en Europe, c'est plutôt paiement et livraison. En Afrique, c'est plutôt livraison et paiement parce qu'on est dans un contexte où la confiance n'est pas encore établie, ou plutôt la confiance a été détruite par un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas très regardants sur la qualité de service et qui font qu'aujourd'hui, si vous dites je commande sur Internet, si tu veux, tu peux le faire aussi, les gens vont faire est-ce que c'est sûr? Les gens ont vraiment perdu la confiance
dans leurs intermédiaires et dans leurs commerçants. Donc, généralement, c'est livraison d'abord et paiement ensuite. Et j'ai envie de dire que autant sur la partie vente et la partie marketing dont je viens de parler, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Autant sur la partie livraison, on a au Sénégal des acteurs de la livraison qui sont très solides et dont certains font partie de l'initiative que vous portez. Et puis sur le paiement, on n'a jamais eu de problème. Donc, le cash à la livraison, c'est la solution reine. Et puis sinon, transfert d'argent Orange Money, Wave, paiement en ligne pour les cartes de crédit, ça c'est un petit peu exotique et c'est pour des cas très très minoritaires. Mais les Sénégalais ont trouvé des solutions pour tous ces problèmes qui semblent insurmontables quand ils sont vus d'Europe. Voilà, vous n'avez pas d'adresse postale, comment vous faites, vous n'avez pas de carte de crédit, comment vous faites, mais on fait très bien. Merci Emmanuel, vraiment très, très intéressant justement la description que vous faites justement de cette adaptation du e-commerce, particulièrement au Sénégal, en citant bien entendu justement le processus tel qu'il est. Et j'insiste en fait sur le mot confiance que vous avez utilisé tout à l'heure et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le paiement est un prérequis pratiquement dans les pays européens où le paiement vient avant la livraison du produit puisque vous payez directement en ligne, alors qu'aujourd'hui, souvent on fait payment on delivery et qui est quand même un concept qui marche beaucoup plus, j'allais dire, au Sénégal et en Afrique. En parlant de ça, je voudrais revenir à Belkissa, en fait, sur un peu les canaux, en fait, justement, de vente en ligne. Il est vrai que aujourd'hui, vous, en fait, dans votre domaine, c'est beaucoup plus, en fait, les réseaux sociaux. Et la question que j'ai envie de vous poser, avant, lorsqu'on avait décidé peut-être de vendre, que Facebook n'était pas si démocratisé que ça, peut-être certains commerçants avaient considéré qu'au début, il fallait créer un site web pour non seulement avoir l'image de leur entreprise, exposer des produits, faire des photos. Et aujourd'hui, on voit des raccourcis quand même dans ces canaux de vente-là à travers les réseaux sociaux. Comment peut-être vous voyez aujourd'hui l'utilisation justement de ces réseaux et je voudrais revenir sur le mécanisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui directement considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une plateforme web, qu'on peut directement aller sur j'allais dire, une création rapide de sa page pour vendre ses produits. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, il y a des facilités que vous donnez justement pour pouvoir vous positionner complètement comme étant un acteur de création en fait de portails de vente en ligne pour favoriser en fait la publication des produits des commerçants? Merci pour la question. Je voudrais réagir aux commentaires de Emmanuel. Effectivement, les Sénégalais sont très créatifs. Et je me rappelais quand je vivais à Dakar, où j'ai passé près de 10 ans, j'avais l'habitude de commander souvent des choses directement, soit sur Facebook ou sur WhatsApp, et je payais à la livraison. Donc, il y avait toujours la question, vous payez la livraison aussi? Vous pouvez remettre les frais au livreur. Donc, vraiment, oui, on a une population, on a des entrepreneurs qui sont créatifs et qui trouvent des solutions pour faire face aux défis qu'ils rencontrent dans leur environnement. Pour la question de Monsieur Mortala, je veux dire, il y a les deux scénarios. Donc, il y a le scénario dans lequel les entrepreneurs commencent directement en créant une page ou un profil sur une de nos applications. Il y a aussi l'autre scénario dans lequel ils ont un site et après, ils viennent créer une page ou un profil sur la plateforme. Mais le schéma classique vraiment pour une entreprise en partant d'une start-up à une petite entreprise, puis à une moyenne entreprise, est de démarrer déjà par établir la présence de la marque sur la plateforme. Parce
Parce que comme Emmanuel l'a mentionné, il est vraiment très important de pouvoir mettre en relation le vendeur et le client. Et aujourd'hui, quand on prend une application comme Facebook, il y a plus de 1,8 milliard d'utilisateurs qui utilisent cette plateforme au moins une fois dans la journée. C'est un marché énorme et un marché qui s'étend pratiquement sur toute la planète. Donc, ça commence par la création de la page Facebook ou bien le profil Instagram ou bien le compte WhatsApp. Donc, ils établissent ainsi leur présence. Puis, ils évoluent vers une deuxième étape qui est le networking et l'apprentissage. Donc là, ils rejoignent des groupes Facebook pour se connecter avec d'autres personnes, pour parler de leurs produits à d'autres personnes. Donc, ils vont sur des groupes où ils pensent que le profil de ces personnes-là et le profil vraiment de leurs clients. Puis après, il y a la vente, la communication. Et pour les entreprises qui continuent à évoluer, à grandir, ils vont jusqu'à même faire des recrutements directement sur la plateforme en publiant des offres d'emploi. Il y en a qui continuent aussi à évoluer et qui font même des études de marché sur la plateforme. Il y a des outils qui sont disponibles pour cela, qui leur permettent vraiment d'avoir des statistiques sur, par exemple, les posts qui sont les plus vus, combien de personnes suivent leur page. Ça leur permet en fait de pouvoir retourner à l'étape communication pour réadapter leur communication parce qu'ils voient ainsi en fait ce qui marche, ce qui ne marche pas avec leur public. Et il y a après, je dirais, la 6e étape qui est de faire de la publicité payante. Donc, en fait, ces différentes étapes varient, bien entendu, comme je disais, en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi en fonction de ce que l'entreprise est en train veut faire. Donc, là, j'ai parlé essentiellement des entreprises qui établissent leur présence d'abord sur une de nos applications. Mais comme je mentionnais tantôt, il y a les entreprises qui ont déjà leur site web. Ce sont des entreprises qui sont bien établies, qui viennent maintenant sur nos applications, qui viennent par exemple sur Facebook, parce qu'ils veulent communiquer, ils veulent établir aussi leur marque là-bas, ils veulent communiquer sur leur marque, sur leurs produits et ils veulent aussi faire de la vente. Donc, ils veulent contacter des clients là-bas et puis vendre leurs produits. Donc, très souvent, ces entreprises qui ont des sites, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils font de la publicité payante, ces publicités payantes-là ramènent en fait les utilisateurs sur leur site parce qu'il y a cette possibilité-là où l'utilisateur est conduit sur le site où l'utilisateur peut en fait poursuivre, si je peux dire, le processus d'achat en sélectionnant les produits pour mettre dans des paniers et puis après faire leur achat. Mais ça, c'est vraiment pour un certain type d'entreprise et je dirais c'est quelque chose qu'on voit plus en Occident parce que comme Emmanuel l'a mentionné, il y a des défis auxquels on fait face. Donc, par exemple, quand on parle du taux de bancarisation, l'accès aux cartes de crédit, aux cartes de débit, c'est assez limité. Donc, ce qui est le plus fréquent qu'on voit vraiment, c'est qu'ils utilisent juste nos applications pour commercialiser leurs produits. Et puis après, la conclusion de la vente se fait vraiment dans le monde réel. Donc, quand le livreur vient livrer, on paye le livreur ou bien ça se fait par transfert d'argent ou autre. Mais ce que je voulais rajouter, en fait, c'est que parce qu'on a parlé du consortium e-commerce qui a été mis en place pour faire face aux défis que rencontrent les producteurs pendant la pandémie. À notre niveau aussi, on a en fait constaté que la pandémie a un impact économique sur les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Et ce que nous avons eu à faire pour vraiment faciliter la mise en relation entre les vendeurs et les clients potentiels, c'est qu'on a créé et on a lancé de nouveaux outils, comme par exemple la Marketplace, qui est en fait une plateforme qui permet aux utilisateurs de Facebook de
de commercialiser des produits et de vendre des produits entre eux. On a étendu la marketplace dans tous les pays de la sous-région, donc y compris le Sénégal aussi, et on a lancé les boutiques aussi. Donc, c'est un espace en fait où les entrepreneurs peuvent créer une boutique virtuelle, exposer leurs produits, mettre les prix, etc. Merci, merci Balkissa. Merci vraiment de ces clarifications. Donc, vous avez répondu également à la question justement, est-ce qu'il y avait de nouveaux outils de facilitation justement de création de boutiques en ligne, ce que vous avez dit à la fin de votre propos, qui vient aussi faire de la concurrence aux initiatives locales de création de marketplace, justement de donner la possibilité de réunir un certain nombre de commerçants autour d'une place de marché. J'aurais aimé en fait quand même revenir à monsieur Ousmane Diallo un peu sur justement ces principes un peu de vente en ligne qui paraît très facile parce que on a une idée, on a quelques produits ou bien on a un fournisseur qui nous assure un peu, j'allais dire, la disponibilité de certains produits. Mais la question qu'il faut qu'on se pose quand même sur le plan légal, à partir du moment où on parle de commerce, on parle justement de cette possibilité d'avoir des statistiques sur les commerces, d'avoir des éléments sur qui achète, qui vend, quels sont les produits. Et comme on le dit, il y a quand même les produits nationaux qu'on cherche à promouvoir à travers justement l'existence du e-commerce. Et la question que je voudrais poser à monsieur Diallo, c'est quelle est la position en fait du ministère du Commerce autour de ce développement-là, de ce commerce que je vais qualifier un peu d'informel, à partir du moment où, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des particuliers qui décident de se lancer en fait sur la création d'une boutique, qui vendent des produits, qui encaissent de l'argent, je veux dire, qui ne payent pas forcément de la TVA, un certain nombre quand même de choses qui doivent être réglementées au niveau de l'État par rapport aux commerçants. Comment vous le voyez? Quel est le regard du ministère du Commerce et quel est votre regard, vous, en termes de juriste, en fait, sur ces aspects-là, particulièrement de ce principe de vente si facilité par l'existence, en fait, des applications en ligne? Oui, comme vous l'avez dit, juste des précisions, entre 96 et 97% du tissu économique national est constitué d'opérateurs informels. L'informalité là, elle est à la loi et de la réglementation en vigueur. Et généralement, ça se matérialise par le non-respect des formalités exigées pour l'exercice des activités commerciales et souvent la vente de produits prohibés ou la vente de produits qui font l'objet de contrefaçon ou qui ne respectent pas de manière générale la propriété intellectuelle. Et à ce niveau, la position du ministère du Commerce de manière générale, elle est à distinguer sur deux points. D'abord, pour ce qui est de la direction, il y a deux directions. La première direction externe qui dispose d'un service dédié au commerce dont la mission principale est de promouvoir ce secteur d'activité. Maintenant, il y a la direction du commerce intérieur, dont la principale est élevée à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation, en qualité et en quantité suffisante. Maintenant, sur ce point, c'est vrai qu'il y a des difficultés majeures. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on a perdu M. Diallo. Sur la partie en fait un peu de la régulation en fait de cette vente en fait e-commerce, donc il a précisé effectivement qu'il y a beaucoup d'acteurs informels qui constituent le tissu. Vous êtes de retour.
On vous a perdu pendant 30 secondes, disons. Allez-y, M. Diallo. Il y a une espèce de stagnation de... Votre connexion n'est pas bonne. Excusez-moi, j'ai un petit problème de connexion. Oui. Allez-y. Effectivement. Oui. Allez-y, terminez. Il y a une espèce de stagnation des procédures. Il y a une espèce de stagnation des pratiques administratives au niveau de la direction de contrôle sont concentrées sur le commerce. Il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y a pas d'équipe d'agents spécialisés dans le contrôle des activités commerciales sur les plateformes électroniques. Et c'est ce que je trouve très, très dommage d'ailleurs. Oui. Ben je vais rester un peu sur vous, hein, parce que je vais rester un peu sur vous. Vous avez touché un mot là tout à l'heure en parlant de produits de contrefaçon, en parlant de justement en tout cas de produits prohibés. Et donc là, on se retrouve en fait, hein, parce que le principe du commerce, c'est que on est quand même dans un principe de produits relativement libres, parce que celui qui expose ses produits ne les fait pas forcément passer par un principe de certification de ces produits. Alors que quand on est dans le commerce traditionnel, on se rend compte que quand quelqu'un fait de l'importation de produits qui doivent être ensuite distribués au niveau du marché local, vous avez quand même des structures qui sont là, la division de la consommation, vous avez certains services qui analysent en fait ces produits-là avant de laisser en fait la consommation ou la distribution de ces produits au niveau local. Je suis resté sur vous pour vous demander un peu quelles sont les réflexions qui sont menées au niveau du ministère, justement, autour de ces produits qui sont vendus par des intermédiaires qui ne sont pas forcément producteurs de produits, qui ne sont pas forcément des produits labellisés Sénégal, mais que l'on trouve sur le net, que l'on trouve sur les sites en ligne. Quelles sont en fait les mesures, comment vous le voyez, comment vous pensez trouver une parade à cela à partir du moment où vous avez vous-même parlé de ces produits contrefaits? Monsieur Diallo. Oui, comme je vous l'ai dit tantôt, le commerce physique est contrôlé en amont. D'abord, il y a au niveau des importations, tout produit alimentaire d'une importation passe par la division de la consommation. Vous avez eu l'occasion de citer la structure. Et on dépose, l'intéressé doit déposer 4 échantillons du produit qui seront analysés au niveau du laboratoire de la direction du commerce intérieur. Cas d'aptitude à la consommation, l'importation est autorisée. Et si le produit est fabriqué dans l'espace territorial national, la procédure, parce que là on parle d'autorisation de fabrication, mais s'il s'agit d'une importation, on va parler de déclaration. Bon, nous avons perdu Ousmane Diallo de nouveau. En fait, la question était intéressante. J'aurais voulu qu'en fait, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, partager avec les participants justement quelle est la vision en fait du ministère justement pour protéger un tout petit peu les consommateurs sénégalais sur certains produits, sachant que justement, on n'est pas forcément dans le cadre d'une importation par les canaux classiques qui rentrent par une importation et qui passent par les différents contrôles. Nous allons poursuivre quand même, donc nous aurons Monsieur Diallo tout à l'heure. Et j'avais posé tout à l'heure également à Belkissa une question un peu sur les outils et j'aimerais également peut-être même revenir dessus avec Emmanuel.
on parle de e-commerce, mais on voit aujourd'hui qu'on parle également de m-commerce, hein, dans le sens du mobile commerce. Et donc, en fait, dans les analyses que vous faites ou dans ce que vous voyez un peu dans le paysage au niveau du Sénégal, et je reviens tout à l'heure dans ce que je disais, c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on peut avoir des gens qui sont assez rapidement outillés pour aller sur des plateformes et créer leur site et commencer à vendre à partir d'un téléphone mobile. Ce qui n'est pas forcément aussi aisé à partir d'une plateforme web que vous vous obligez à développer, à faire, en tout cas, certaines choses un peu plus techniques pour les faire. Et comment justement vous voyez cette proportion-là de personnes qui aujourd'hui, même non instruites sur le plan informatique ou en tout cas sur l'outil informatique du terme, mais arrivent assez rapidement à être opérationnels à travers des canaux comme le téléphone mobile, ce qui devient beaucoup plus aisé et rapide d'être dans un circuit de vente directement avec une exposition de ces produits. Mais je crois que vous venez de donner la réponse en même temps que la question. En effet, il y a un foisonnement, une multiplication d'initiatives personnelles puisqu'il y a besoin de très peu de moyens aujourd'hui pour vendre sur Internet. Moi, je rencontre souvent des entrepreneurs et je leur fais un business model avec un investissement initial de 1 000 francs. Si vous avez 1 000 francs, vous pouvez amorcer la pompe et démarrer un business de vente en ligne. Donc, la question, finalement, ne devient plus tellement celle des moyens à mettre en œuvre, c'est plutôt celui à la fois du métier du commerçant, parce que le e-commerçant, je l'ai déjà dit 2 fois, mais je répète, le e-commerçant est avant tout un commerçant, et donc à ce titre, je réponds à la question de tout à l'heure sur les réglementations. Le e-commerçant est soumis exactement aux mêmes lois que les commerçants, et à ce titre, il est même plus visible. La boutique Sandaga, il n'est pas forcément connu de l'administration publique. Et donc, je connais beaucoup de e-commerçants qui sont bien plus en règle et bien plus exposés que des commerçants classiques. Et donc, généralement, ils font des efforts de conformité qui sont bien plus grands. Et ils sont d'ailleurs concurrencés par des commerçants tout à fait classiques qui, eux, contournent certaines lois, ne payent pas la TVA, ne payent pas la douane. C'est un grand classique dans l'alimentaire, par exemple. C'est très difficile de vendre un sac de riz à un prix compétitif aujourd'hui sur Internet, parce que tout le monde va voir votre sac de riz, tout le monde va se poser la question de d'où il vient, où est-ce que vous l'achetez, à quel prix. Alors que si vous vendez un sac de riz dans une petite boutique ou un petit marché, on ne va pas forcément vous poser les mêmes questions, et donc la question de la TVA ne va peut-être pas se poser de la même façon. Donc, je referme cette parenthèse, mais en effet, comme vous l'avez souligné, il y a énormément d'initiatives. Aujourd'hui, c'est plus une question de formation qui fait que si une personne a la bonne formation ou le bon accompagnement, il peut se lancer dans le e-commerce. Alors, c'est une période un peu faste qui va bientôt se terminer, hein, parce que mécaniquement, c'est ce qu'on voit partout dans le monde, va bientôt arriver en Afrique de l'Ouest une phase de professionnalisation des acteurs. Et donc, le e-commerce va devenir, en quelque sorte, va se réguler, et le nombre d'acteurs de plusieurs centaines, tels qu'on les a aujourd'hui au Sénégal, vont se réduire à quelques dizaines de gros acteurs, ou peut-être même quelques gros acteurs qui vont prendre l'essentiel du marché, parce qu'eux, ils auront tous les éléments de la chaîne. C'est-à-dire qu'ils auront à la fois la capacité marketing à adresser un grand nombre de clients, ils auront un grand nombre de produits, ils auront des tarifs très intéressants et un service irréprochable. Et avec ça, ils vont faire un malheur. C'est ce que n'ont pas compris beaucoup de petits acteurs locaux qui, pour l'instant, tirent leur épingle du jeu. Selon le proverbe connu du royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, si vous êtes borgne, vous allez vous en sortir et vous allez faire du chiffre, entre guillemets, en tout cas un petit peu. Mais si vous voulez vraiment exploser, grandir et de façon pérenne, il faut une professionnalisation
qui est encore balbutiante, puisqu'on voit que même les grands acteurs comme Jumia ou Auchan, ils ont du mal, les seuils de rentabilité ne sont pas encore atteints. Merci Emmanuel. Vous touchez également quelque chose que je voudrais qu'on aborde, parce que lorsqu'on parle de e-commerce, on a tendance à réfléchir tout de suite à un produit physique, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une grande tendance à avoir des ventes de biens et de services qui aussi peuvent se vendre par les canaux du e-commerce. Le principe est très différent, parce que ce n'est pas forcément de la commande de quelque chose qu'on vous livre, mais c'est plutôt une prestation qu'on peut vous délivrer dans la logique des biens et services. Comment vous voyez donc, le positionnement en fait, de cette catégorie de produits qui sont des services qui font partie de cette panoplie en fait, d'offres au niveau du e-commerce? Et est-ce que j'allais dire, la logique est la même? Parce que tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la confiance et tout, donc on est quand même beaucoup orienté sur le fait de détenir le produit qui est conforme à ce que vous avez commandé avant de pouvoir payer. Comment vous voyez un peu justement cette notion de biens et services? Parce que dans un des panels qu'on abordera ultérieurement, on parlera justement de cette ouverture lorsqu'on parle en fait de la ZLECAf qui viendra prochainement. Mais on voit que justement, c'est une ouverture qui n'offre pas qu'en fait des biens ou du matériel physique, mais des services également. Comment vous voyez aujourd'hui le positionnement en fait du e-commerce de services au Sénégal dans la logique en fait justement de cette démocratisation du e-commerce? Je commencerai peut-être, bon, Balkissa, je ne sais pas si vous allez être à l'aise par rapport à cette question, mais comme vous couvrez la région Afrique de l'Ouest, peut-être que vous avez des réflexions comme ça sur le positionnement en fait de votre entreprise sur cette catégorisation de produits. Merci pour la question. Avant de répondre, je voudrais rebondir sur un point important qui a été mentionné par Emmanuel et qui est la formation. Donc, la formation est vraiment aujourd'hui un élément clé pour tous les acteurs qui veulent faire du e-commerce, que ce soit sur en fait les plateformes de Meta ou sur les autres plateformes. Et ce que nous avons aussi constaté en fait, c'est que les besoins en formation ne sont pas les mêmes quand il s'agit par exemple des entrepreneurs femmes et des entrepreneurs hommes. Et par rapport à cela, bon, juste pour mentionner, vu que ça peut intéresser certaines personnes qui sont connectées, on a lancé 2 programmes de formation qui sont actifs au Sénégal. Donc, il y a un qui s'appelle Boost avec Facebook et il y a la version Boost avec WhatsApp aussi, qui sont implémentés par des acteurs locaux et qui visent en fait à équiper les entrepreneurs avec les compétences et les outils dont ils ont besoin pour, si je peux le dire, mieux utiliser en fait nos applications pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Et il y a un autre programme qui s'appelle She Means Business, qui est vraiment focalisé sur les besoins des femmes entrepreneurs. Donc, dans le cadre de ces formations-là, il y a des modules qui sont liés, par exemple, au leadership féminin, qui sont liés à la gestion de sa comptabilité, etc. Pour venir à la question qui a été posée sur les biens et les services, je pense, probablement, Emmanuel, je demanderai votre soutien sur cette question-là, vu que je ne suis pas experte dans le domaine. Mais du point de vue, en fait, ce que moi, je vois sur la plateforme, je pense vraiment que ça dépend déjà je dirais, de la maturité même du secteur dans le pays. Et quand je fais le parallèle, par exemple, de ce que je vois, et là, ça n'engage que moi, bien entendu, pas Meta. Donc, ce que je vois au Sénégal ou dans mon pays, au Niger, comparé à ce que je vois ici à Dubaï, où je suis basée, je dirais qu'à Dubaï, les services
on voit beaucoup plus de services même qui sont, en fait, il y a plus de services qui sont proposés dans le cadre du e-commerce parce que c'est la maturité. Le marché, il est très mature ici. Et je dirais aussi qu'il y a et c'est aussi sur la base de la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, au Sénégal, quand j'étais au Sénégal, j'avais une nounou pour mes enfants qui m'aidait aussi avec le ménage de la maison. Ici, au UAE, c'est beaucoup plus cher d'avoir, par exemple, une nounou. Donc, ce que les gens font, ils préfèrent louer les services de quelqu'un qui vient faire le nettoyage chez eux une fois la semaine. Et les gens le font parce que derrière aussi, il y a plein d'autres paramètres qui sont liés, par exemple, à la sécurité, qui sont garantis, etc. Il y a en fait plusieurs d'autres choses qui sont prises en compte, mais je pense essentiellement que c'est vraiment, pour ma part, hein, c'est la maturité du marché, c'est aussi le contexte socio-culturel. Je laisserai Emmanuel compléter pour les autres éléments. Merci. Je n'ai pas tellement d'éléments pour compléter. Je pense que vous avez tout dit. Et en fait, la clé de compréhension, c'est cette histoire de confiance. Quand on vous livre un produit, donc par exemple, je sais pas moi, un ballon de foot, vous allez le recevoir dans vos mains, vous allez le regarder, vous allez le tâter, et puis vous allez voir si la qualité correspond, si la taille correspond, si la matière correspond. Et si tout va bien, vous êtes content, vous savez que vous avez été livré du bon produit, la confiance est établie. Quand c'est un service, c'est plus immatériel, vous ne le savez pas tout de suite, vous allez vous en rendre compte avec le temps. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'établir la confiance dans le cadre des services que dans le cadre des produits. C'est la raison pour laquelle en Afrique de l'Ouest, où effectivement le déficit de confiance est encore très important par rapport au reste du monde, les services sont plutôt achetés par des entreprises à d'autres entreprises qui se font déjà confiance parce qu'une entreprise a plus de facilité à faire confiance à une autre entreprise qu'un particulier à un autre particulier. Donc aujourd'hui, les produits sont plus faciles à vendre, les gens ont plus confiance pour acheter un produit parce qu'on voilà, on ne peut pas se faire avoir, on le voit tout de suite si on s'est fait avoir, alors que sur un service, c'est plus compliqué, c'est plus immatériel, et donc il y a besoin d'une confiance supérieure pour pouvoir acheter un service. Mais du coup, c'est effectivement une question socio-culturelle, c'est effectivement une question de maturité de marché, vous avez tout à fait raison. Mais j'ai envie justement de compléter, parce qu'en fait, Balkissa disait qu'au niveau de l'UAE, en fait, il y a une maturité qui est telle qu'en fait, le commerce de services en ligne est très démocratisé. La lecture que vous en avez, justement, en fait, c'était ça la question que j'aurais aimé vous poser, justement, Emmanuel. Vous l'avez dit, hein, ça veut dire que les produits, ils sont palpables et tout. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans des analyses particulières, est-ce que le réflexe, justement, de vendre des services en ligne est si naturel que ça au Sénégal, hein, comparé à justement quand j'ai des produits physiques à vendre et qu'à ce moment-là, je considère que le canal de vente e-commerce est un canal qui me permet justement de faire de la promotion de mes produits en tant que service. Les commerçants sénégalais sont hyper rationnels. Ça veut dire que s'il y a la possibilité de vendre quoi que ce soit, où que ce soit, ils vont le trouver et ils vont le trouver tout de suite. Donc, si aujourd'hui les services sont en retard par rapport aux produits, ce n'est pas parce qu'ils n'y ont pas pensé ou qu'ils n'ont pas le réflexe, c'est parce que la clientèle n'est pas au rendez-vous, c'est parce que la confiance n'est pas la règle, c'est plutôt la défiance la règle. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de vendre du service de manière dématérialisée. Mais c'est des choses qui vont venir. Et il y a déjà énormément. Donc moi, je vois beaucoup d'entreprises qui font du B2B en ligne, donc qui vendent des services d'entreprise à entreprise. Ça fonctionne déjà bien. Je pense que les particuliers vont s'y mettre. Il faut que des acteurs se saisissent du sujet et mettent en œuvre une vraie stratégie opérationnelle pour proposer, pour livrer des services de qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, qu'on a des problèmes de qualité, que du coup, les gens sont méfiants, voilà, il faut dire. Et ils ont souvent raison, hein, le client a toujours raison.
Donc, si le client se méfie, c'est parce qu'en effet, les offres ne sont pas encore à la hauteur, mais ça commence à changer. Il y a par exemple, dans le transport, on commence à avoir des offres de transport qui sont vraiment propres, efficaces, qui correspondent aux attentes, et les choses sont en train de monter. Je prends une entreprise comme PAPS. PAPS, ils ont construit une notoriété sur du service. Hein. Le transport, c'est du service. Je prends votre colis à un point A, je le livre à un point B. Au début, c'était très compliqué pour eux. Il a fallu négocier dans tous les sens. Maintenant, ils ont des clients qui viennent sur le site et qui passent commande sans appeler, sans se poser de questions. Ils remplissent le formulaire, ils saisissent les paramètres et hop, il y a quelqu'un qui apparaît comme par magique avec un scooter pour prendre le colis et qui l'envoie au point B, et ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'avant d'en arriver là, il a fallu beaucoup de travail. Et donc, sur l'ensemble des services, effectivement, on pourrait imaginer qu'un jour au Sénégal, on puisse louer les services d'une femme de ménage, d'un jardinier ou d'un plombier depuis un site web. Et ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Hein. Des projets comme ça, j'en vois passer au minimum 2 par an. Mais l'exécution pose toujours problème, parce que tant que vous n'avez pas établi la confiance, eh ben, vous n'avez pas amorcé la pompe. Merci, merci. Bon, nous avons pas mal de réactions hein, au niveau des participants. Je pense qu'on va peut-être ouvrir un peu la discussion pour leur permettre également de pouvoir s'exprimer. Je prendrai peut-être certaines discussions au niveau du panel pour poser justement, en fait, échanger sur certains sujets. Il y a beaucoup de sujets qui sont d'ordre réglementaire, hein, et donc qui viennent dans le panel. Et j'aurais vraiment aimé, M. Diallo, justement, de pouvoir en toucher un mot. Nous avons parlé tout à l'heure, en fait, des produits alimentaires, bon, que nous voyons effectivement être beaucoup plus régulés par rapport à ces importations, quel que soit le canal e-commerce ou pas. Mais en fait, il y a une question qui est particulièrement posée ici, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, il y a une autorité habilitée à gérer en fait les différents commerciaux entre vendeurs et clients. Hein, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect complètement de la transaction commerciale, il y a toujours des désagréments qui peuvent arriver et qui ont besoin d'être départagés. Comment, peut-être, M. Diallo, est-ce qu'il existe une structure habilitée un peu pour la gestion un peu de ces différends, ou comment se positionne de nouveau en fait le ministère du Commerce par rapport à cette problématique? Qui est un point qui a été développé dans le panel, en fait, hein, du chat là, des participants, à savoir, dans le cadre d'un différend sur un achat en ligne, est-ce qu'il y a une autorité habilitée au niveau du ministère? Enfin, au niveau de l'État. Monsieur Diallo, vous êtes avec nous? Donc, en attendant qu'ils réagissent, donc je continue de balayer un tout petit peu, en fait. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de sujets hein, qui sont vraiment d'ordre réglementaire au niveau des autorités. Vous êtes avec nous, Monsieur Diallo? Monsieur Diallo. Bon, en attendant que M. Diallo peut-être nous rejoigne, je voudrais peut-être aborder un des derniers points de notre discussion. Comment vous voyez aujourd'hui les perspectives en fait du commerce physique? Est-ce que vous pensez hein, qu'il arrivera un jour où en fait les boutiques physiques vont se diminuer au profit en fait du commerce en ligne? Nous avons vu avec la pandémie qu'il y a eu de nouvelles attitudes en fait, qui ont obligé les gens à consommer différemment, hein, à consommer en commandant en ligne, que ce soit même un positionnement commercial de certains supermarchés qui ont tout de suite mis en place des logiques de commande, de distribution en ligne, certains qui ont quasiment peut-être fermer même leur boutique physique au profit de la vente en ligne. Est-ce que vous pensez que
le Sénégal, dans sa maturité digitale, pourra un jour envisager justement le remplacement de certaines boutiques physiques par des boutiques en ligne. Est-ce que vous pensez que ça a de l'avenir, Monsieur Bokeh? Moi, je crois que c'est inévitable et on voit comment ça se passe aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, où désormais, selon les pays, mais plus de 20% du chiffre d'affaires du retail, enfin du commerce de détail est désormais digital. Et donc, en effet, il y a une part de plus en plus significative et qui sera bientôt majoritaire du commerce qui passera par Internet. Ce n'est pas forcément la mort des boutiques physiques, parce qu'il y a une grande part de ce commerce qui est lié à des marchands hybrides, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une boutique physique et de la vente en ligne. Donc ça, c'est un modèle qui est légitime et qui tient la route. Ce qu'il faut voir en particulier, en tout cas ce sur quoi je veux mettre en garde à la fois l'État du Sénégal et les commerçants, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec Amazon, c'est que sur le digital, il y a une prime au plus gros. C'est-à-dire que plus vous êtes gros, plus vous gagnez d'argent, et plus vous gagnez d'argent, plus vous êtes gros, ce qui fait qu'à un moment donné, le plus gros devient énorme. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec Amazon, et d'ailleurs dans pas mal de pays d'Europe également. Et ça pose un problème parce que c'est un problème de perte de concurrence. Et ça, le client, du coup, c'est le consommateur qui est perdant. C'est également un problème de perte d'activité, dans le sens où quand Amazon fait 10% du retail en France, c'est une entreprise américaine qui fait ce chiffre d'affaires en France. Si Amazon devait débarquer au Sénégal, et ils y pensent, hein, ils ne sont pas les seuls, il y a JD, il y a Alibaba, Amazon, tout le monde réfléchit à chacun des pays d'Afrique et chacun les a mis sur sa liste. Donc, ils vont venir. La question est de savoir quand. A priori, ce sera d'ici 3-4 ans. Et quand ils vont venir, ce n'est pas pour remplacer Jumia, ce n'est pas pour remplacer TafTaf, ce n'est pas pour remplacer eComcom. Si Amazon vient, c'est pour remplacer Sandaga. C'est pour raser le e-commerce. Et surtout raser le commerce. C'est-à-dire que leur objectif, ce n'est pas de remplacer les e-commerçants, c'est vraiment de remplacer les commerçants. Ils vont dire, bah voilà, nous, on a la même chose que vous, on en a même plus, c'est moins cher. Du coup, pourquoi est-ce que vous ne venez pas exclusivement chez nous? Et une fois que tous les commerçants sont morts, ils sont les maîtres du jeu, c'est-à-dire à la fois commercialement, ils sont en monopole ou en quasi-monopole, et puis ensuite, ça veut dire que l'ensemble du tissu économique du commerce au Sénégal est entre les mains d'un acteur étranger. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc, il est essentiel que les commerçants du Sénégal et globalement d'Afrique de l'Ouest se développent, se renforcent pour que le jour où Alibaba ou Amazon débarqueront en force, ils soient en situation de les contrer, non pas de les empêcher de venir, ce n'est pas possible, mais en tout cas de constituer une opposition crédible, solide, et qui va les obliger à jouer le jeu de la concurrence. Oui, mais merci Emmanuel. Bon, il est clair que aussi, en fait, même dans cette perspective-là, il faut également intégrer, malheureusement, en fait, le besoin du client que nous sommes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, peut-être, ne vont pas forcément aller à Sandaga pour des questions de confort et se contenteront, s'il y a un équivalent avec un géant, de pouvoir peut-être faire cette commande-là en ligne en ayant peut-être la garantie d'être livré sans pourtant se déplacer, sans pourtant être dans le bois d'un grand marché. Et malheureusement, ça, c'est l'évolution naturelle, justement, en fait, du commerce en général. Et il faudra, à mon avis, également s'y préparer. Donc, je disais tout à l'heure, j'aurais aimé, en fait, prendre quelques questions du public. Il y a eu des réactions qui sont vraiment d'ordre réglementaire parce qu'en fait, on note qu'il y a une réglementation sur le secteur particulièrement alimentaire, mais ce qui n'est pas le cas pour les biens qui ne sont pas des biens j'allais dire, alimentaires de consommation. C'est ce qui est plus ou moins ressorti un peu des questions des participants.
C'est pour ça que je voulais poser en fait la question à monsieur Diallo. Mais j'aurais voulu quand même, comme on est presque à, j'allais dire, à 20-30 minutes de la fin de ce webinaire, écouter certains participants, prendre leurs questions. Je vois certaines mains qui se lèvent. Hein, donc, si vous souhaitez en fait poser des questions, vous pouvez lever la main. Ensuite, on vous écoutera et puis l'un des panélistes pourra y répondre. Donc, la première main levée, je vois Binta Dia. Binta, donc on va vous donner la parole. Alors, qui est là? Aïssatou, Aminata? Oui, on est là. Oui, oui. Donc, alors, on voudrait donner la parole à Binta Dia. Binta Dia, oui. Voilà, pour qu'elle puisse poser sa question. D'accord. Binta. On va prendre dans l'ordre hein, Binta Dia, il y a Zakaria, Ndiaye et puis Farah Diop, en fait, qui ont posé des questions. Binta, on vous écoute Voilà. pour Ils votre peuvent question. activer leur micro. Binta, vous pouvez activer votre micro. Vous avez été intégré. Donc, je vois le... Voilà. Yamar, Zakaria, vous pouvez éteindre votre micro pour le bruit. Comme ça, on va écouter Binta. Voilà, Binta, s'il vous plaît. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vais bien, merci, et vous-même. Ouais. Oui, donc vous m'avez donné la parole par rapport à e-commerce. Donc, je pense que c'est une bonne initiative de faire ces ans de réunion. Donc, tout le monde, surtout les commerçants, pourront en bénéficier. Donc, surtout ici en Afrique et particulièrement au Sénégal. Donc, la pandémie a révélé qu'il fallait aller vers la digitalisation, chose que beaucoup ont resté à rate. Donc, il y a cette prise de conscience au niveau des commerçants et beaucoup d'autres structures. On a même assisté à des télétravails, des télémédecines, même faire des interventions. Donc, pour dire que nous sommes dans un monde, comme on le dit, mondialisation, il y a l'interdépendance. Donc, il faut numériser beaucoup d'activités et réduire le temps s'il le faut. La pandémie nous a donné raison. Donc, c'est ce que j'avais à intervenir. Merci, merci Binta, merci pour votre contribution. On va prendre la question de Zakaria Ndiaye. Merci beaucoup, Morsala. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un réel plaisir de participer à ce panel. Vraiment, merci, big up à toute l'équipe de Gain de 2000 et la direction du ministère du Commerce, donc avec nos collègues Diallo et Faramaha au passage. Bonjour. Sinon, moi, je vais intervenir par rapport au privilège qui m'a été offert de participer à la validation des stratégies de développement du e-commerce et du commerce des services avec le ministère, parce qu'on a eu à élaborer deux stratégies qui sont venues à au bon moment, vraiment sur le développement du commerce des services et sur le développement du e-commerce. Et pas mal d'aspects ont été balayés lors de ces prises de parole. Par rapport à ça aussi, je dirais qu'au niveau de cette stratégie de développement du e-commerce, donc il y a pas mal d'aspects qui ont été balayés et qui méritent vraiment d'être mentionnés ici, notamment l'aspect technologie par rapport à l'infrastructure, ce qui nous a un peu rattrapé avec le problème de connectivité d'un des panélistes. Donc, c'est une réalité. Donc, en Afrique, il y a l'aspect aussi d'accroissement des paiements et la confiance par rapport aux paiements, aux infrastructures de paiement. Ça aussi, ça a été très bien mentionné et développé dans la stratégie. Il y a aussi l'aspect régulation par rapport au e-commerce, notamment avec, je pense que il y a pas mal d'aspects aussi qui ont induit à la mise en place du consortium, parce que ça faisait partie des recommandations de cette stratégie. Donc, il y a l'élément taxation, douanier et autres. Donc, il y a aussi un aspect très important relatif
à l'éducation, à la formation. Donc, ça aussi, ça a été mentionné au niveau de la stratégie avec l'érection d'une école e-commerce en mentionnant ces aspects aussi au niveau des différents cursus de formation. Donc, ce sont des aspects, si on arrive à les couvrir davantage, je pense qu'on arrivera à un alignement des commerçants sénégalais ou bien des petites et moyennes entreprises sénégalais vraiment à s'aligner par rapport à la norme. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est pas moins important, c'est un aspect relatif à la labellisation. Et je pense que ça recoupe un peu la compétitivité des produits sénégalais. Et je pense que c'est là où, quelque part, le bas blesse. Parce que le premier intervenant en a parlé, excusez-moi, j'ai oublié un peu le nom, parce qu'il a parlé de 3 aspects. Et le produit, le service et l'aspect prix. Donc, ce sont ces 3 aspects où se regroupe pratiquement le commerce. Donc, si le produit n'est pas compétitif, s'il n'y a pas la confiance par rapport au prix et au mode de paiement, s'il n'y a pas des plateformes qui donnent une certaine confiance, qui donnent une certaine habilité, qui donnent une certaine agilité. Donc, tout ça, ça pourrait être des éléments bloquants. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des initiatives qui sont menées par-ci, par-là. Et au bout du fil, je pense qu'on verra pas mal de réussite par rapport à ces aspects. Pour ne pas tirer en longueur, donc je vais m'en arrêter là. Au nom de la participation à ces différentes validations de ces différentes stratégies nationales, donc j'ai pris la parole sur cette base, tout en vous remerciant, en vous disant que je suis le PMO de la direction des systèmes informatiques douaniers de la direction générale des douanes. Merci. Merci Zakaria, merci pour cette contribution et le rappel justement sur la stratégie nationale e-commerce et sur effectivement les différents challenges qui ont été identifiés dans cette stratégie qui effectivement sont au cœur de la réussite de ce e-commerce. Tu as soulevé en fait un point important sur le paiement. J'aurais voulu qu'on en parle, justement revenir un peu sur cet aspect-là parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup insisté sur la problématique du paiement, les moyens, malgré justement le développement en fait, du mobile money, qui aujourd'hui se substitue complètement, en tout cas dans la logique du commerce en ligne aujourd'hui au Sénégal, aux moyens de paiement classiques. Nous avons un autre intervenant qui était Farah Diop, je pense, du ministère, pour intervenir dans cette discussion. Farah. Oui, bonjour, merci M. Diop. J'espère que je suis audible. Oui, on t'entend très bien. Oui, très bien, très bien. Donc, permettez-moi tout d'abord de féliciter les panélistes pour la qualité de leur intervention et la parfaite maîtrise, en tout cas, du sujet dont le thème porte sur le e-commerce au Sénégal, donc l'état des lieux. Également permettre, en tout cas, de faire un petit coucou à Marina depuis du Gabon, qui, je vois sur le chat, a posé d'excellentes questions. Je vois également beaucoup, avec qui on a à un moment donné échangé lorsqu'il rédigeait son mémoire. Il est de l'Université de Bambey. Il a beaucoup, en tout cas, contribué lorsqu'il faisait son stage à la direction du commerce extérieur. Faire aussi un petit coucou à Zakaria, qui a vraiment participé activement lors, en tout cas, de l'élaboration des stratégies qu'il a mentionnées lors de son intervention. Moi, en fait, je vais, en tout cas, apporter juste une contribution pour effectivement dire que, pour rappel, l'arsenal juridique, en tout cas, qui encadre le commerce électronique a été adopté, comme vous le savez, en 2008. Et entre-temps, effectivement, des faits nouveaux sont apparus, c'est-à-dire depuis qu'on l'a adopté jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait plus d'une dizaine d'années. Et comme on le sait, le rythme, en tout cas, du développement, en tout cas, numérique, va plus vite parfois que, en tout cas, les politiques. Et à ce niveau, effectivement, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas encore défini, en tout cas, de stratégie claire en matière, en tout cas, par exemple, je peux dire de réglementation du commerce, par exemple, entre consommateurs.
d'une réglementation au niveau du commerce qui en tout cas, passe au niveau des réseaux sociaux et même au-delà, hein, parce qu'aujourd'hui, la loi qui a été adoptée en 2008, notamment la loi 2008-08 du 25 janvier 2008, aujourd'hui est en train de faire l'objet de révision. Et c'est sur la base même de la stratégie nationale de développement du commerce qui a été adoptée en décembre 2019, qui avait recommandé à ce qu'on puisse en tout cas réviser l'ensemble des textes juridiques qui encadrent ce commerce électronique-là. Et aujourd'hui, en partenariat avec le ministère de l'économie numérique, nous sommes en train de voir comment, en tout cas, rédiger une loi spécifique au commerce électronique. Parce que la loi de 2008 qui avait été adoptée, en tout cas, traite de tout ce qui est transactions électroniques. Et nous, aujourd'hui, on est dans une dynamique, en tout cas, d'élaborer une loi spécifique au commerce électronique et qui va prendre en compte l'ensemble, en tout cas, des préoccupations, notamment liées en tout cas, aux relations contractuelles entre les e-commerçants et les places de marché ici au Sénégal et d'autres acteurs, en tout cas, qui gravitent autour de cet écosystème-là. En tout cas, par rapport en tout cas au bref rappel qu'a fait tout à l'heure Zakaria par rapport aux différents documents que nous avons mis en place, parce qu'aujourd'hui, vous le constatez, hein, nous sommes en tout cas dans un nouvel contexte de ZLECAf, et aujourd'hui, nous, toutes les initiatives que nous essayons en tout cas de développer s'insèrent dans cette nouvelle réalité qu'est la ZLECAf. Et c'est dans ces perspectives, en tout cas, que le ministère du Commerce est dans une dynamique, en tout cas, d'accompagner les acteurs de l'écosystème, non seulement en mettant en place, en tout cas, des accompagnements dits, je peux les considérer comme des accompagnements hard, par la mise en place déjà d'une plateforme nationale qui joue un peu le rôle de régulation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des commerçants qui sont à fond de limite, qui n'ont pas cette opportunité-là d'une présence en ligne. Et c'est là tout le sens, en fait, de cette plateforme-là qui, en tout cas, permet une inclusivité pour que tout Sénégalais ou bien tout commerçant qui souhaiterait faire du commerce électronique puisse, en tout cas, bénéficier de tous les outils qu'offre cette plateforme-là. Bon, je sais que le temps qui nous est imparti n'est pas assez long. Bon, à titre de contribution, ce sont ces quelques éléments que je voulais, en tout cas, verser dans le débat. Merci Farah, merci vraiment, ça a été très, très utile. D'ailleurs, vous abordez justement sur, comme je dis, certaines des questions qu'on a voulu poser à M. Diallo sur la partie régulation en fait du secteur. Parce que les questions qu'on a eues en fait au niveau du panel, des participants plutôt, beaucoup de questions ont trait à cet aspect un peu régulation, encadrement, contrôle du marché. Donc, je vois M. Diallo qui lève la main. Donc, M. Diallo, nous allons vous redonner la parole parce que c'était ces questions-là, en fait, qu'on vous avait adressées pour apporter un peu des précisions sur le rôle de l'État dans la régulation, en fait, de ce secteur de e-commerce et surtout sur les agréments. Comment aujourd'hui, justement, on arriverait à encadrer, en fait, ce secteur au niveau de la vente en ligne. Monsieur Diallo, vous pouvez activer votre micro. Oui, hein? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ok, je m'excuse profondément pour les différents désagréments qui sont indépendants de ma volonté, qui sont principalement liés à des soucis techniques par rapport à la collectivité. Oui, en fait, je vais procéder à une approche systémique. Hein. On va parler de la réglementation de manière générale, mais à ce niveau, il faut d'abord parler du cadre matériel, la réglementation en tant que telle, après parler des institutions qui sont chargées de mettre en œuvre cette réglementation. Parce que eux, le soubassement juridique de leur action doit être et les lois et règlements en vigueur. Maintenant, par rapport à cette réglementation, le constat général, c'est qu'il y a une approche dualiste. Comment? D'abord, il y a une réglementation spéciale qui est prévue par la loi de 2008 sur les transactions électroniques et ses décrets d'application
Et principalement à ce niveau, nous avons le décret 2008-718 du 30 juin 2008 relatif au commerce électronique. Il y a aussi le décret relatif aux communications électroniques, ainsi que le décret relatif à la certification électronique. Mais il faut dire que aussi cette législation est un peu laconique parce qu'elle ne traite pas de l'ensemble des questions qui sont relatives au commerce électronique de manière générale. Elle ne procède pas aussi à une protection renforcée du consommateur. Et sur ce point-là, par rapport aux questions qui n'ont pas été, qui ont juste été abordées à ce niveau, on peut parler de la délimitation des activités du commerce électronique. Ça revient à la définition que je vous avais donnée au début de mon intervention, mais aussi à la liberté d'exercice du commerce électronique et de ses limites, à l'obligation d'information du fournisseur électronique, la faculté de rétractation qui est consacrée en faveur du consommateur, la responsabilité contractuelle du fournisseur, la publicité par voie électronique et les contrats sous forme électronique de manière générale. Et en parallèle à cette réglementation que je considère comme spéciale, qui aborde spécifiquement la question du commerce électronique, il y a une réglementation d'ordre général qui est incarnée par une loi, la loi numéro 2021-25 du 12 avril 2021. C'est une loi qui est relativement récente, qui a été adoptée pratiquement à la fin de l'année dernière, le 29 décembre, si je ne m'abuse. La loi, elle est intitulée Loi sur les prix et la protection du consommateur. Oui, maintenant, il faut considérer que cette loi fixe un régime général d'exercice des activités économiques. Parce qu'au niveau même de son article premier, la loi précise même qu'elle a pour objet de définir les règles applicables aux opérateurs économiques dans le cadre de l'exercice de leurs activités et celles relatives aux prix qui sont destinés à assurer la transparence et la loyauté des transactions. Cette loi s'applique à toutes les activités de production, de distribution et de prestation de services et à toutes les personnes physiques ou morales, qu'elles aient ou non leur siège ou des établissements au Sénégal. Elle s'applique également aux personnes publiques et parapubliques, mais aussi aux personnes physiques et morales agissant dans un domaine régi par une réglementation spéciale. Donc, cette loi, elle procède à ce qu'on appelle en droit, elle consacre le principe d'universalité juridique. C'est-à-dire que les agents économiques, que ce soit des professionnels ou des consommateurs, leurs activités, que ce soit des activités de production, de transformation, de distribution ou de prestation de services, l'objet de ces activités, que ce soit des transactions sur des biens ou des services, et le support ou le mode d'exercice de ces activités, que ce soit par voie physique ou par voie immatérielle, comme c'est le cas en l'espèce dans le cadre du commerce électronique. Ces activités ne sont plus considérées de manière isolée, mais elles sont considérées comme faisant l'objet d'un tout, comme un ensemble. Mais il y a, dans le cadre de l'application de cette réglementation, en tenant compte la loi spéciale de 2008 et cette loi sur les prix et la protection du consommateur, il y a un principe général du droit qui impose un ordre de priorité lorsqu'il y a, par exemple, concurrence ou conflit de compétences entre ces différentes législations. Et dans ce cadre de figure, on considère que la loi spéciale l'emporte sur la loi générale. Donc, il y a une forme de primauté de la loi spéciale sur la loi générale. Et cette loi générale même, elle aborde, il existe des situations qui sont directement abordées par cette loi, notamment en matière de démarchage, mais là, les dispositions en tant que telles reprennent les dispositions de la loi 2008, même si des différences notables sont constatées, notamment en ce qui concerne le droit de rétractation, parce que dans la nouvelle loi, on parle tout juste d'une faculté de rétractation pour le consommateur dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de son engagement, mais dans la loi de 2008, il est consacré une prolongation de ce délai pour 3 mois lorsque le fournisseur n'a pas rempli ses obligations d'information. Donc, il peut y avoir une certaine ambiguïté et souvent même un télescopage, voire un conflit de normes entre ces différentes dispositions, ce qui peut, dans le cadre d'une affaire judiciaire,
peut poser des incertitudes, voire même des problèmes de sécurité juridique par rapport à l'identification de la règle qui sera applicable. Oui, de manière générale, c'est ça. Et ces différentes lois aussi, elles confèrent, elles prévoient la compétence de plusieurs administrations. Pour la loi spéciale sur les transactions électroniques, elle procède à une formule générale, une approche extensive qui dit que, par exemple, la loi est considérée comme une loi d'État. Mais pour les décrets, on considère que le Premier ministre, les différents ministres sont chargés, tous, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la loi. Alors que la loi de 2021 sur les prix et la protection du consommateur fait de l'administration du commerce l'autorité centrale en matière de contrôle de l'application de la réglementation économique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a une différence. En fait, oui, on vous comprend. Hein? C'est-à-dire que j'aurais aimé vous dire, est-ce que toutes ces lois-là aujourd'hui sont adaptées justement sur le principe du e-commerce et le principe de la vente en ligne? C'est-à-dire que est-ce que vous considérez que ces lois sont applicables telles quelles ou est-ce que vous considérez justement que il y a des ajustements qui devraient être faits parce qu'on a vu aujourd'hui quand même que l'utilisation des plateformes de e-commerce se démocratise complètement, sans encadrement particulier. Hein. Il y a des questions qui ont été posées sur l'agrément même des vendeurs, des commerçants qui ouvrent une boutique en ligne, qui n'ont pas de registre de commerce. Hein. Donc, c'est des questions, des points qu'on a vus comme ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les lois dont vous parlez, justement, traitent aujourd'hui de ces questions-là par rapport à la nature aujourd'hui de ces boutiques en ligne? Oui, par rapport à la loi de 2008, elle est totalement inadaptée par rapport aux mutations profondes du monde numérique. Et pour la loi de 2021-25, elle, pratiquement moins de 10 articles traitent du commerce électronique. Il arrive souvent que la loi fasse référence à la loi de 2008, alors que cette même loi, elle est laconique. Elle n'aborde pas l'essentiel des pans du commerce électronique. Donc, à ce niveau, je considère que la législation est totalement, d'abord, elle est incomplète parce que qui trop embrasse mal étreint par rapport à la nouvelle loi qui se considère comme universaliste, qui doit englober toutes les activités économiques. Parce qu'en voulant englober toutes ces activités, la loi laisse forcément un vide sur certains points du commerce électronique. Et les agents de la DCI, de la Direction du commerce intérieur, qui sont des agents assermentés, chargés du contrôle de l'application de la loi, ne disposent ni des ressources humaines, ni des capacités techniques nécessaires pour le contrôle dans ce domaine. Il en est de même des agents du ministère des Télécommunications. De surcroît, ce ministère ne dispose même pas d'agents assermentés pour mener les contrôles. La loi sur les transactions électroniques aussi renvoie souvent à des dispositions légales qui sont autres en ce qui concerne la répression de la violation de ces dispositions. Il en est ainsi pour l'article 3.5. Et le décret aussi sur le commerce électronique ne compte que 40 articles par rapport à la loi sur les prix et la protection du consommateur qui en compte 156. Donc, il est absolument nécessaire de procéder à une refonte en profondeur de la législation de manière générale pour l'adapter aux mutations profondes du commerce électronique. Merci Ousmane, c'est très clair hein, et je pense que ça rejoint un peu certains des points qui ont été abordés sur l'aspect régulation en fait du secteur. Je voudrais également rassurer en fait les participants hein, que nous sommes sur le premier panel, hein, donc il y aura 2 autres panels qui viendront prochainement et qui aborderont d'autres questions en fait qui sont beaucoup plus spécifiques aux échanges que nous avons vus en fait au niveau des participants et particulièrement sur les difficultés à surmonter, sur les barrières particulières qu'il y a en fait qui seront abordées lors d'un prochain panel. Donc c'est pour dire simplement qu'on ne pourra pas épuiser le sujet, même si certains effectivement ont considéré que certains points sur le rôle de l'État n'a pas été abordé particulièrement en fait de façon profonde dans ce webinaire. Ce sont des questions qui seront traitées ultérieurement. Nous avons voulu dans un premier temps nous concentrer quand même sur la partie réellement le e-commerce, son existence, les modalités de vente,
la pénétration qu'il y a aujourd'hui au niveau du Sénégal. Je voudrais revenir sur les 10 minutes qui nous restent sur la problématique du paiement, monsieur Bokeh. Et je le disais tout à l'heure, hein, vous l'avez évoqué en parlant justement de la confiance qu'il y avait sur le principe du paiement à la livraison. Et aujourd'hui, on voit, ne serait-ce que même dans la compétition qu'il y a dans les acteurs du paiement mobile, le fait qu'aujourd'hui, sur certaines plateformes commerçantes, vous avez des fois, en commandant, des coûts de livraison qui sont calculés d'une certaine façon, pas forcément comprises par le client, et qui souvent se pose la question justement de la pertinence du prix, parce qu'on parlait du prix juste tout à l'heure. Mais essentiellement ici, je voudrais insister sur le principe du moyen de paiement. À partir du moment où vous décidez de payer, vous l'avez dit tout à l'heure, on se rend compte que le paiement par carte bancaire sur un site en ligne n'est pas forcément ce qui est le plus utilisé, et les gens n'ont pas forcément ce niveau de confiance-là et préfèrent payer par, en tout cas, des canaux, essentiellement le paiement mobile aujourd'hui. Comment vous voyez justement l'existence en fait du e-commerce au Sénégal dans l'aspect du paiement, particulièrement sur les acteurs du paiement qui existent aujourd'hui et qui accompagnent les plateformes de e-commerce, particulièrement sur la modalité de paiement qui est souvent déconnectée de la plateforme commerçante elle-même? Je pense qu'on est encore sur ce sujet, on est encore dans la préhistoire du paiement en ligne au Sénégal. J'accompagne un certain nombre de commerçants qui ont tous des problèmes sur les paiements en ligne et qui sont souvent des problèmes techniques liés à la disponibilité d'API, c'est-à-dire d'outils de connexion aux plateformes de paiement, ou bien la documentation de ces API, ou bien les tarifs pratiqués par ces intermédiaires. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la solution sur le marché qui va résoudre le problème. Alors d'abord, il ne peut pas exister une solution qui résout le problème parce que beaucoup de Sénégalais sont encore très attachés au cash et en particulier au contrôle que ça leur donne sur la transaction. Donc la possibilité de payer à la livraison, ce n'est pas seulement par absence de moyens de paiement digital, c'est aussi une volonté de contrôler la qualité parce que justement, on n'a pas établi la confiance. Donc il y a beaucoup de commerçants qui acceptent de faire du cash on delivery, enfin pardon, de la livraison, du paiement à la livraison, simplement pour que les clients prennent confiance. Donc ils font un premier achat, ils sont livrés, ils payent, ils contrôlent, ils payent, tout va bien. Ils font un deuxième achat, ils sont livrés, ils contrôlent, ils payent, tout va bien. La troisième fois, ils sont prêts à payer en ligne. Et donc concrètement aujourd'hui, le cash reste un moyen de paiement absolument nécessaire pour le développement du e-commerce au Sénégal. Maintenant, c'est vrai que les moyens de paiement digitaux sont en train de prendre de la place. Merci à Wave et à Orange en particulier, même s'il y en a d'autres, hein, mais aujourd'hui, concrètement, il n'y a que deux gros acteurs sur la place sénégalaise qui sont Wave et Orange. Ces deux acteurs ne sont pas au même niveau de maturité technique, ils ne sont pas sur les mêmes tarifs, et c'est d'ailleurs un sujet d'actualité brûlante assez fréquemment. Il n'existe pas de solution qui intègre ces deux outils de paiement potentiel dans une seule solution fluide, rapide, efficace, stable, tout ce qu'on veut. Donc concrètement, aujourd'hui, j'ai envie de dire que cash is king, et probablement qu'il va le rester un petit moment. Les paiements par Orange Money ou par Wave sont des choses qui commencent à se démocratiser et qui vont continuer à s'étendre, mais je ne vois pas de solution sur le marché qui vraiment fasse la révolution complète telle qu'on l'attend avant un moment, parce que ni Wave ni Orange n'ont tellement intérêt à s'interconnecter l'un à l'autre. C'est vraiment une guerre ouverte, et donc même si la compétition que ça crée bénéficie aux consommateurs, ça crée une défiance entre ces deux géants, hein, puisque maintenant Wave est un géant, hein, c'est la première licorne du Sénégal, $1 milliard de valorisation. Et donc, même si c'est un petit géant à côté d'Orange, ça reste un géant. Et donc, ces deux géants, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour mettre en place, comme ça a été le cas au Kenya, où il n'y a eu qu'un seul acteur, qui était M-Pesa, qui a imposé la même solution à tout le monde, et du coup, c'est allé très, très vite et très, très loin.
M-Pesa, aujourd'hui, c'est utilisé par les gens qui font la manche pour qu'on leur donne un petit peu d'argent. Au Sénégal, les mendiants n'utilisent pas encore Orange Money pour qu'on leur dépose de l'argent sur leur compte. Mais c'est des choses qui viendront. Simplement, visiblement, la maturité des différents acteurs n'est pas encore là. Je pense que ça va prendre encore 1 an ou 2. Et en attendant, on va continuer à bricoler avec, d'une part, Orange et Wave, et puis d'autre part, les agrégateurs, les différents outils de paiement qui essayent d'intégrer les différentes solutions, y compris d'ailleurs des solutions étrangères, entre guillemets, comme Visa, Mastercard, PayPal, etc. Votre micro est coupé, Ousmane. Merci Emmanuel. Je voudrais quand même, avant de clôturer, permettre à Balkissa qui, si elle n'est pas allée se coucher, hein, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un décalage de presque 4 heures en plus. Balkissa, est-ce que vous êtes encore avec nous, peut-être pour un mot de conclusion par rapport à votre position en tant que, justement, Meta, Facebook, avec les réseaux sociaux, et particulièrement sur cette problématique de paiement, hein. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les réseaux qui sont utilisés comme des canaux de vente intègrent en fait la problématique de paiement? Si oui, comment? Sinon, quelle est la vision que vous avez justement de l'intégration en fait de ce mécanisme de paiement? Merci beaucoup pour la question qui est très pertinente, et merci encore vraiment pour l'invitation à ce panel. Donc, je dirais que vraiment, pour nous, comme je l'avais mentionné au tout début, la priorité demeure et reste vraiment de pouvoir construire des technologies qui connectent les gens, qui amènent les gens ensemble, des technologies qui permettent aux gens de créer des communautés, mais aussi aux gens de pouvoir commercialiser leurs produits, leurs services en ligne, parce que cela contribue à l'économie numérique du Sénégal, mais cela contribue aussi vraiment à l'épanouissement de ces personnes qui deviennent alors des acteurs, des contributeurs dans leur propre communauté. Donc, cela étant, lorsqu'on parle de la thématique des paiements, c'est quelque chose que nous sommes en train de regarder de près. Et dans certains pays, nous avons déjà commencé, par exemple, à intégrer tout ce qui est paiement avec du mobile money, des publicités en ligne. Et je peux donner le cas, par exemple, du Kenya, où on collabore avec Flutterwave, et avec M-Pesa aujourd'hui, les entreprises qui sont présentes sur notre plateforme peuvent faire de la publicité de leurs produits en payant cette publicité-là avec leur compte, à partir de leur compte M-Pesa. Donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire, et nous espérons le faire en fait dans tous les pays où ce mode de paiement est privilégié. Et puis bon, on est aussi en train vraiment de regarder comment investir plus, comment vraiment faire en sorte que les moyens de paiement que nous offrons sur la plateforme sont des moyens de paiement qui sont adaptés pour les utilisateurs et dans les différents contextes. Mais comme cela a été mentionné, il y a vraiment il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte, et y compris la régulation. Et j'inviterai justement nos collègues régulateurs, lorsqu'ils mettent des régulations en place, de garder aussi en tête l'innovation, parce que la régulation, elle est importante, oui, et c'est une thématique sur laquelle mon équipe et moi, on collabore vraiment de manière étroite avec les parties prenantes. Mais il est vraiment important de pouvoir, lorsqu'on met en place une régulation, d'avoir en tête en fait que la régulation doit pouvoir permettre l'innovation, parce que c'est important. Merci beaucoup. Balkissa, merci. Je pense que c'est un clin d'œil qu'on fait également à nos amis justement juristes et à nos amis sur la partie régulation.
Nous sommes presque à la fin en fait, de ce webinaire. Il y a effectivement beaucoup de sujets qui ont trait à la réglementation que nous ne pouvons pas épuiser aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons d'autres panels hein, qui seront organisés et qui seront beaucoup plus orientés sur certaines des questions qui ont été posées ici et échangées et nous permettre de pouvoir creuser le sujet. Tout en parlant et revenant sur l'initiative en fait, du consortium e-commerce, hein, parce que dans les questions qui ont été posées également, on a noté un peu quel est l'accompagnement du Sénégal pour les commerçants qui veulent se lancer dans le e-commerce et sans dévoiler en fait ce qui va venir prochainement. Je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont en cours et qui devraient faciliter l'inclusion justement des commerçants, particulièrement les commerçants du terroir, pour vendre en fait les produits locaux à partir de plateformes de e-commerce. Donc, je pense que nous sommes à la fin, les organisateurs également. Merci vraiment aux panélistes. Merci Emmanuel, vraiment, Belkissa et Ousmane pour la pertinence de vos interventions qui ont rendu en fait ce panel vraiment intéressant. Et vraiment, c'est tout à mon honneur moi-même d'avoir modéré cette session et qui a permis justement de pouvoir, en tout cas, partager une vision avec nos participants. En vous remerciant l'ensemble des initiateurs en fait, de ce webinaire. Et nous vous invitons à vous joindre à nous également sur les prochains panels et qui nous permettront d'aborder plus profondément certains sujets, en particulier la réglementation, mais également le cross-border e-commerce, en parlant justement de l'intégration dans la ZLECAf, qui a été dit tout à l'heure, et qui doit nous amener dans une dimension autre, surtout dans la réflexion complètement africaine dans la zone de libre-échange. Merci à tous et puis à bientôt en souhaitant bonne soirée à tous et puis à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci et félicitations.